Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais me présenter, Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale et responsable qualité des établissements de santé. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons élaborer ensemble le livret 2, activité 11. Donc, première question. Dans votre expérience, choisissez une journée où vous décrivez la manière dont vous organisez habituellement dans votre travail. À travers cette question-là, on vous demande quelque chose de très important. Définir votre organisation, définir votre priorité et définir la méthodologie dans laquelle vous allez planifier votre organisation. Bien évidemment, ça va dépendre de plein de choses. Mais à travers cette question-là, on va vous demander déjà d'être méthodique et de décrire, s'il faut toutes les 30 minutes, généralement c'est ce qui est demandé, 30 minutes, de faire un point sur les actions que vous allez mettre en place. Par exemple, vous commencez à 7 heures. Quelle est la première chose que vous faites à 7 heures? Qu'est-ce que je fais à 7h30? Qu'est-ce que je fais à 8h? Qu'est-ce que je fais à 8h30? Et ainsi de suite, jusque bien évidemment votre fin de service. À travers ce point-là, on va vous demander donc d'être précis, de décrire vos actions, de mettre bien évidemment du vocabulaire professionnel et d'avoir une suite logique dans votre organisation. Vous pouvez effectivement amener dans votre texte, dans le déroulement de votre écrit, mettre bien évidemment en avant que le fait d'avoir lu les transmissions dès votre arrivée, je vous rappelle que c'est un devoir et une obligation de prendre en considération les transmissions écrites qui ont été réalisées pendant votre absence, va vous déterminer aussi votre organisation et donc votre méthodologie. N'oubliez pas que l'anticipation va avoir un impact supplémentaire sur votre organisation. L'anticipation de votre prise en charge va déterminer un bon déroulement, la qualité de votre soin et la qualité de votre prise en charge. Donc dans votre expérience, choisissez bien évidemment une journée type. Généralement les amplitudes horaires c'est 12 heures, donc essayez de bien décrire les actions que vous allez mener pendant cette journée type de travail. À travers la deuxième question, on vous demande cette fois-ci de reprendre une journée, mais de faire face à un imprévu. Comme vous le savez, le métier d'aide-soignant est semé d'imprévus. Vous allez être face à des pathologies et peu importe à laquelle vous allez travailler, que ce soit en EHPAD, en clinique ou dans les hôpitaux, vous allez avoir une méthodologie, un planning à suivre, des tâches à réaliser en fonction des besoins et des attentes de vos bénéficiaires ou de vos patients. Mais bien évidemment, vous allez être face à des imprévus parce qu'on est face à des humains et différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc à travers cette question suivante, on va vous demander de reprendre votre journée type, mais de faire face à un imprévu. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis organisée? Quel est le type d'imprévu à laquelle vous pouvez faire face? Ça peut être le décès d'un patient. Ça peut être un malaise. Ça peut être une absence de votre binôme, par exemple. Comment on gère et comment on s'organise. Vous voyez, toujours l'organisation et la planification, elle revient. Le jury, il a besoin de savoir, c'est quelle est la capacité de cette personne à faire face justement aux imprévus. Car on sait que dans ce métier-là, il y aura forcément des imprévus. Alors, il y a des journées types, il y a des plannings établis. Et après, il y a la réalité du terrain, c'est comment je fais face à un imprévu. Vous avez une personne qui fait un malaise. Comment on s'organise? Bien évidemment, on priorise ses actions. Vous avez, je ne sais pas, 15 toilettes à faire ce matin et vous constatez que la première chambre, monsieur C, est pas très bien. Vous allez bien évidemment faire le nécessaire pour soit soulager sa douleur, soit signaler à l'infirmière, soit lui prendre déjà ses constances, établir un premier diagnostic. Et bien évidemment, en notant tout ça dans les cahiers de transmission. Mais il va falloir prendre en considération que le premier patient que vous n'avez pas pu exercer, je ne sais pas, sa toilette, il va falloir quand même établir une autre organisation, parce qu'il ne faudra pas le mettre de côté, ce monsieur, sachant qu'il n'est pas bien. Donc vous allez revoir forcément votre planning pour établir la sécurité autour de votre patient, ne pas oublier bien évidemment les autres, parce que vous avez quand même 14 autres toilettes à effectuer dans des bonnes conditions et toujours dans une démarche de qualité. Donc ce qu'on va vous demander à travers cet écrit-là, c'est de reprendre une journée type, établir bien évidemment un imprévu, vous choisissez l'imprévu que vous voulez, et vous décrivez au mieux comment vous êtes organisé, comment vous avez planifié ça, pourquoi vous êtes positionné pour prioriser cette action-là plus qu'une autre, comment vous avez établi votre démarche d'organisation
Quelle a été votre posture professionnelle? N'oubliez pas, une fois de plus, le vocabulaire professionnel. C'est très important de pouvoir déterminer, surtout que nous sommes à l'activité 11, vous avez développé à travers toutes les autres activités du vocabulaire professionnel. On est sur le dernier point de l'activité. Il faut impérativement que le vocabulaire professionnel ressorte correctement. On va regarder une méthodologie logique. On va regarder votre planification. S'il y a une cohérence. Et ça, c'est vous qui allez l'amener à travers ces lignes. Donc, pensez bien organisation, pensez bien méthodologie. C'est ce qui va vous permettre d'anticiper et de pouvoir faire face à tous ces imprévus. Comme je vous dis, là on parle de monsieur qui a eu un malaise. Et bien, il faut prendre en considération dans tout le déroulement de votre journée que nous rencontrons une problématique. Monsieur C n'est pas bien, il faut faire quelque chose. Donc comment on priorise l'action? Comment on met en place le déroulement de notre journée? Comment on établit la cohérence pour les autres aussi, pour ne pas les mettre à l'écart, tout en prenant en considération qu'on a bien évidemment un bénéficiaire qui n'est pas bien. À savoir aussi que ce monsieur C qui n'est pas bien, il ne va peut-être pas être tout seul, puisque dans l'après-midi, vous avez un décès. Vous allez devoir faire face, une fois de plus, à réorganiser votre action en prioritisant les actions. Et c'est là où c'est toute l'importance de cette activité, c'est organisation, anticipation. Vous serez face continuellement à des imprévus. Comment je m'organise, comment j'observe et comment j'analyse. Si on fait les choses, on va dire par mécanisme, on va forcément oublier des étapes importantes. Face à des imprévus, on doit pouvoir toujours avoir le recul nécessaire pour agir correctement, car notre point de chute, c'est de faire attention, bien évidemment, à la sécurité de notre patient et pouvoir prioriser les besoins. Un monsieur est pas bien, bien évidemment, notre patient reste notre priorité. On a un décès, on a un protocole qui a été établi par l'établissement ou par le service dans lequel on travaille pour faire les choses correctement dans une bonne démarche de qualité. Le reste de la journée doit se faire pour tout autant, sauf qu'on va devoir l'organiser et l'établir complètement différemment. Dans la question suivante, on vous demande: qu'avez-vous pris en compte dans votre organisation pour chacune des journées qui vont être établies? Comment vous vous êtes positionné? Quel est le recul? Quelle est la posture professionnelle que vous avez mis en place pour justement faire face à cette journée, à ces 2 journées? Comme vous le savez, il y a des modifications. Vous avez choisi de décrire ces 2 journées-là, mais il y en a une qui a eu plus d'imprévus que les autres. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Comment vous avez pris en compte ces imprévus-là? Comment vous avez géré cet imprévu-là? Comment vous avez prioritisé ces imprévus-là? Et comment vous avez pu peut-être anticiper certaines choses? Si on revient à notre monsieur C, qui n'est pas bien, peut-être qu'il a des nausées, qu'il a des vertiges, vous avez pris les constances, vous voyez que la tension est un peu en baisse, on peut estimer que monsieur a 9,4 de tension, donc c'est de l'hypotension. Vous avez bien sûr référé ces informations-là dans les transmissions orales et écrites, et vous avez croisé l'infirmière, et en tout cas vous lui avez transmis ces données-là. Vous pouvez bien évidemment anticiper un peu le repas. Vous savez peut-être que monsieur vous dira j'ai pas envie de manger au salon aujourd'hui, je préfère manger en chambre. C'est des choses qu'il va falloir anticiper pour l'organisation de votre début de repas et la distribution de repas si c'est vous qui en avez la responsabilité. Est-ce que monsieur va être en capacité de manger tout seul ou il va falloir l'aider? Si c'est le cas de pouvoir l'aider une fois de plus dans sa prise de repas, vous le savez bien que ça sera une tâche supplémentaire qu'il va falloir rajouter peut-être aux autres aides au repas que vous avez déjà à faire tout le long de votre journée. Donc, qu'avez-vous pris en compte dans votre organisation? S'il y a 2 points à retenir, bien évidemment, ça va être qu'est-ce que je priorise? Comment j'anticipe les tâches et les actions pour toujours faire les actions dans une démarche de qualité en toute sécurité. Citez et expliquez un exemple d'action d'amélioration que vous avez proposé pour toujours être dans une question de remise en question, d'amélioration de qualité, de soins et de prévention des risques. Vous pouvez choisir l'action que vous voulez. Vous pouvez bien évidemment prendre une action que vous aimez plus. C'est plus facile de décrire une action quand on a l'habitude de la faire et quand on la maîtrise plutôt que quand on la maîtrise un peu moins. Là, on vous demande bien, citer et exprimer un exemple d'action d'amélioration que vous proposez pour améliorer la qualité des soins et de la prévention des risques. Moi, je vous invite à vous focaliser peut-être sur 2 points. Maintenant, ce n'est pas une obligation et vous pouvez largement, bien évidemment, mettre en place d'autres actions. Les chutes et les escarres. On sait aujourd'hui que dans les établissements de santé, il y a à peu près 45% de chutes contre 60% à domicile.
Donc la prévention de risque, c'est aussi de votre responsabilité. Si vous rentrez dans une chambre et que vous voyez que la chambre est un peu encombrée, c'est de votre devoir et de votre responsabilité de réorganiser un petit peu les choses, en tout cas de ne pas laisser les choses traîner par terre, qui va peut-être provoquer certains risques. La prévention des escarres aussi fait partie de votre rôle d'aide-soignant pour éviter que le patient déclare certains escarres et d'autres complications dans le soin et dans sa prise en charge. Décrivez, mettez du vocabulaire professionnel, soyez méthodique, soyez cohérent. N'hésitez pas, bien évidemment, à approfondir vos propos. On est là pour argumenter certains points. N'oubliez pas que nous sommes à la dernière partie de l'activité et qu'il faut bien évidemment structurer un petit peu plus tout ça pour que le jury ait toujours en considération toutes les étapes que vous avez construites à travers cet écrit, qu'il puisse prendre en considération de se dire voilà, il a construit son dossier, il l'a amené à une cohérence, à quelque chose d'établi. Aujourd'hui, il a les capacités, on va pouvoir lui donner son titre d'aide-soignant. Vous allez bien évidemment avoir certaines questions du jury. Ce qu'il faut déjà avoir bien en tête et avoir bien conscience, c'est que votre fonction d'aide-soignant vous donne une polyvalence dans les tâches que vous allez effectuer. Et peu importe dans le service dans lequel vous allez être, vous devez être polyvalent et autonome dans ce que vous allez mettre en place. Vous devez être en capacité de réaliser différentes actions, qu'elles soient dans l'urgence ou pas, dans l'imprévu ou pas, c'est votre devoir. Que vous soyez en EHPAD, en clinique, dans les hôpitaux, que vous travaillez à domicile, vous allez forcément être polyvalent dans vos tâches. Il faut vraiment en avoir conscience et vous devez être autonome dans les tâches que vous allez effectuer. Maintenant, vous allez être confronté au passage devant le jury. Le passage devant le jury va vous amener certaines questions. Bien évidemment, ils vont reprendre vos écrits. Qu'est-ce que vous avez mis en avant ? Il va falloir bien évidemment décrire un maximum et être en capacité de pouvoir répondre au jury pour ce qu'on appelle approfondir un peu cet écrit-là. Les questions qui vont vous être posées, c'est que forcément, il y a des choses qui ne sont peut-être pas forcément très claires à l'intérieur de votre écrit. Donc, ils veulent approfondir. Ils veulent savoir si vous maîtrisez bien votre sujet. Si vous avez les capacités aussi de pouvoir rebondir et des fois d'être un peu déstabilisé, mais de toujours pouvoir avoir une bonne maîtrise de soi-même. Donc, vous devez bien évidemment connaître votre champ de compétences. Quand on parle de champ de compétences, on parle aussi de limite d'intervention. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de dire voilà ma fonction et voilà à quoi elle se limite. Pas seulement à titre personnel, comme l'attachement émotionnel par exemple, mais aussi vos limites d'intervention professionnelle. Quelle est ma fonction et quelle est la fonction que je ne peux pas dépasser puisque ce n'est plus de mon ressort. Donc ça, vous devez bien évidemment le maîtriser. Connaître son champ de compétences. Il est important aussi de connaître les constances. Comment on prend une constance. Comment on prend les différents paramètres vitaux, que ce soit la température, que ce soit la tension, que ce soit si on parle par exemple d'une analyse d'urine. Ça fait partie des paramètres vitaux. Évidemment, les constances, on va plus se cibler sur la température et sur la tension artérielle, mais on doit être capable de l'expliquer. Vous pouvez tomber sur un membre du jury qui vous dit voilà, comment prenez-vous une tension ? Quand vous la prenez ? Comment vous la prenez ? Quel est le déroulement ? Comment on lit une tension et comment on l'analyse ? Vous devez bien évidemment être en capacité de pouvoir répondre à ces questions. Vous constatez, je ne sais pas, qu'il y a une artère qui se bouche sur une veine. C'est un imprévu, c'est une urgence. Comment on canalise les choses, comment on met les actions en place et comment on les établit. C'est important aussi de pouvoir connaître la relation entre la pathologie et les signes cliniques. Vous avez une personne qui arrive aux urgences et qui représente de la température, qui a des difficultés respiratoires, qui a des douleurs au niveau du ventre. C'est des signes cliniques. N'oubliez pas qu'il y a des signes cliniques qui sont mesurables. Ce qu'on appelle les signes cliniques mesurables, c'est ce qui peut être analysé par des techniques médicales. Prendre une tension et prendre la température sont des outils cliniques mesurables. On peut établir un suivi d'un patient avec des études et des outils cliniques. Par contre, vous avez aussi tout ce qui ne va pas être mesurable. La personne, elle arrive aux urgences et elle vous dit « je souffre ». Vous allez lui poser la question, par exemple, de l'échelle à 0 à 10, quel est son niveau de douleur ? Elle va vous dire 6 ou 7, qui va vous permettre d'établir son niveau de douleur. Mais ça, ce n'est pas mesurable cliniquement, puisque c'est son ressenti à elle. Donc, vous allez établir avec un point en dessous, en référé bien évidemment à l'infirmière qui va mettre en place un protocole de soins pour la douleur et qui sera forcément réajusté. Pour la réajuster, on va reprendre nos outils mesurables. Toujours pareil, est-ce que la température corporelle a descendu ou elle est montée ?
Est-ce que la tension de la personne, elle est montée ou elle est descendue? On va prendre aussi en considération la saturation et le rythme cardiaque. Donc, il faut bien faire le lien entre la relation pathologique, la relation clinique, les analyses cliniques qui peuvent être mises en avant et les informations que va pouvoir vous donner aussi votre patient, bien évidemment, en fonction de ses capacités de verbaliser son ressenti. Pensez à décrire les choses concrètement. Pensez à qu'elles soient cohérentes. Pensez à votre organisation, à la méthodologie dans laquelle vous allez décrire les étapes progressivement. Pensez à votre posture professionnelle et bien évidemment au vocabulaire professionnel. On attend de vous une posture irréprochable. On attend bien évidemment une posture d'aide-soignante. Si vous voulez bien évidemment plus d'informations, je vous invite à rejoindre le programme VAE Aide-soignante diplôme rénové. À très bientôt.